Matthew Labiorto, le nom associé à l'image du garçon Albert Ingalls dans La petite maison dans la prairie, était l'un des enfants acteurs les plus appréciés des années 70 et 80. Avec un visage lumineux, des yeux émotifs et un talent d'acteur naturel, Matthew a ému des millions de téléspectateurs avec l'histoire d'Albert, un garçon orphelin qui trouve l'amour et un foyer avec la famille Ingalls. Mais peu de gens savent que, dans la vraie vie, Matthew lui-même a vécu une enfance mouvementée, avec une profonde tristesse qu'il partageait rarement. Malgré une carrière mémorable, Matthew Labiorto fait partie des acteurs qui ont choisi de vivre une vie privée, loin des projecteurs après avoir grandi. Les fans se demandent toujours, qu'est-ce qui l'a poussé à quitter progressivement Hollywood? Quelle perte avez-vous subie dans votre vie? Et plus importante encore, a-t-il vraiment trouvé l'amour et le bonheur comme beaucoup de gens l'espéraient? Matthew a finalement admis ce que nous soupçonnions tous. La plus grande tristesse de sa vie ne résidait pas seulement dans sa carrière oubliée, mais aussi dans les blessures de l'amour, du mariage et les secrets jamais révélés de sa santé. Peu de gens savent que Matthew Labiorto n'a pas eu un début de vie facile. Il est né le 8 décembre 1966, mais a été abandonné par ses parents biologiques à la naissance. Heureusement, il a été adopté par une famille, Ronald et Frances Marshall Labiorto, qui ont ensuite également adopté Patrick Labiorto, que Matthew considérait comme son propre fils. Cependant, Matthew n'est pas un enfant ordinaire. Enfant, on lui a diagnostiqué un autisme et il avait des difficultés à communiquer. Pendant de nombreuses années, il était incapable de parler ou d'exprimer ses émotions comme les autres enfants. Les médecins pensaient même qu'il ne pourrait jamais vivre de manière autonome. Mais grâce à l'amour et à la patience de sa famille d'accueil, Matthew a surmonté tout, non seulement en apprenant à communiquer mais aussi en devenant un acteur talentueux. Mais les blessures du passé le hantent toujours. Être abandonné à la naissance lui a laissé une profonde cicatrice mentale que même adulte il n'a pas pu complètement effacer. Cela a grandement influencé la façon dont Matthew considérait l'amour et les relations dans la vie. L'amour et le mariage, un chemin plein de silence. Bien qu'il soit un acteur apprécié, la vie amoureuse de Matthew Labiorto a toujours été un mystère. Tout au long de sa carrière, il est rarement apparu en public avec une femme et n'a jamais annoncé publiquement aucune relation amoureuse. Au fil des années, de nombreuses rumeurs ont circulé autour de la vie personnelle de Matthew. Certains disent qu'il a eu un amour profond, mais qu'il s'est brisé, le laissant avec une tristesse inconsolable. Certains pensent également qu'il n'a jamais vraiment trouvé un amour assez grand pour se marier. Quelle que soit la raison, la vérité reste indéniable. Matthew Labiorto n'a jamais été marié et il semble qu'il ait choisi de vivre seul plutôt que de chercher un partenaire de vie. Les fans se sont toujours demandé, était-ce sa propre décision ou simplement le résultat d'un traumatisme passé? Le fait d'avoir été abandonné étant enfant a peut-être rendu difficile pour Matthew de faire confiance aux autres, en particulier dans les relations amoureuses. Ou peut-être qu'après des années à vivre sous la pression d'Hollywood, il a choisi de s'éloigner de tout cela pour trouver la paix par lui-même. Outre les mystères autour de l'amour, la santé de Matthew Labiorto est également un sujet qui inquiète de nombreuses personnes. Bien qu'il n'ait pas été très public sur sa vie personnelle, des rumeurs ont circulé selon lesquelles il aurait été confronté à divers problèmes de santé ces dernières années. Les signes de l'âge et le stress des longues heures passées dans l'industrie du divertissement ont peut-être eu raison de Matthew. C'était un enfant acteur qui devait travailler à haute intensité, ce qui peut avoir des conséquences négatives sur sa santé mentale et physique. Certaines sources ont également déclaré qu'il avait passé de nombreuses années à lutter contre des troubles anxieux et la dépression, ce qui n'est pas rare chez les enfants acteurs grandissant dans l'environnement hollywoodien. Bien qu'il n'apparaisse pas souvent en public, chaque fois qu'il en a l'occasion, les fans remarquent toujours un changement clair chez lui. Il semblait que le temps et les traumatismes passés avaient laissé leur marque sur le visage et les yeux de Matthew, le rendant plus pensif et plus calme. Matthew Labiorto avait autrefois tout pour lui, du talent, de la célébrité et une carrière prometteuse. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que pour obtenir tout cela, il a dû abandonner beaucoup de choses. Son enfance fut différente de celle des autres enfants. Au lieu de pouvoir jouer sans souci, il a dû grandir rapidement pour répondre aux attentes des Hollywood. Au lieu d'avoir une famille biologique chaleureuse, il a dû apprendre à aimer et à créer des liens avec une nouvelle famille. Et à mesure qu'il grandissait, il réalisa que la célébrité ne pouvait pas remplacer les choses les plus importantes de la vie, l'amour, la paix et le vrai bonheur. Même s'il ne l'admet pas publiquement,
On voit que la plus grande tristesse de Matthew est la solitude. Il a peut-être atteint le sommet de sa carrière, mais il n'a pas un amour complet, une famille à lui avec qui partager ses joies et ses peines. Malgré ses nombreuses tragédies, Matthew Labiorto restera toujours dans les mémoires comme un homme fort, un artiste talentueux et un homme d'une grande détermination. Les fans espèrent toujours que, même s'il n'a pas choisi la voie du mariage ou de l'amour, il peut toujours trouver la paix dans les choses les plus simples, la famille, les amis et la passion pour l'art. Peut-être que pour Matthew, le bonheur ne vient pas d'un mariage parfait ou d'un amour éternel. Mais c'était le fruit de ses propres choix, une vie libre des pressions d'Hollywood, une vie où il pouvait vraiment être lui-même. But how do you subvert, like you said, Alistair, not only your students, but your faculty, your staff? If there's going to be this blended model, what does it mean? Because it has, tremendous repercussions moving forward. And just to come back to the earlier question on the international, I think, Mark, you were talking about it understandably from your current students, and that probably links into, again, that community and how do you build that community. But even at the start of the journey around recruitment and admissions, I think it's going to be very interesting as there's more global competition. How do you recruit students? What's the role of international agents? Do you even still need international agents? The whole visa process. So there's a lot of complexity, I even think, from the beginning of the journey all the way through, and yet an opportunity, if there is, also around lifelong learning. How do you engage other students who might not have been traditionally at your campuses, but you say, okay, well, how could you create this more virtual experience and community for them to feel part of Newcastle or Open University or Leeds or Imperial or whichever institution we're referring to today? I don't know if others have thought. I jump in here, Alistair. No, it's fine, Jenny. A bit of a dialogue. It's okay. Louise, I was wondering if I could ask you just a little bit more about the online student experience role at the OU, and whether you anticipate how sort of learner habits have been changed permanently by this, and will there be sort of a permanent sort of expectation by students to have greater flexibility in how they learn, which will perhaps change the way that staff teach and collaborate in terms of when you're building new curricula or adapting courses you already have, but future-proofing them as much as you can. I think I've got a few comments on the different topics that you covered just recently. So, like internationally, most of our international reach is in sort of our shorter courses, or in micro-credentials, as James mentioned, or in more professionally based courses. So where perhaps that traditional undergraduate experience, campus-based experience that most students are desperate for, is not quite so important. But we've been collaborating from a creation of content point of view for a very long time, and so that's not greatly new to us, but it's I think what's come out recently is that there is a real expectation of choice. So students now, they've seen that it works, and they have digital expectations that they know it's available, so there's that expectation that they should be able to choose how they learn. And so that might be that they want to be able to learn offline, they want to be able to